Premières Nations qui se sont unies pour dénoncer le fait que ils pouvaient pas dire non à l'exploration de l'uranium sur leur territoire. Il y a eu une mobilisation assez importante en Ontario, mobilisation on commence peut-être à voir ici au Québec, mais qui est assez balbutiement au début. Je vous donne un exemple en Ontario. Dans le cas de l'uranium, il y a une mobilisation d'environ une vingtaine de municipalités, dont la ville d'Ottawa, dont la ville de Kingston, dont la ville de Perth. Et ensemble, ces 20 et quelques municipalités représentaient 1 million de personnes qui voulaient un moratoire sur l'uranium, sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium. C'est entre autres à cause de cette mobilisation-là que l'été passé, le gouvernement McGuinty a décidé de réformer la loi sur les mines de l'Ontario. Petite anecdote. La personne qui est ici, c'est un Algonquin dont j'oublie maintenant, j'ai un blanc. Il est professeur associé à l'Université de Queens dans les études autochtones. Il s'est prononcé contre l'exploitation d'uranium dans les terres traditionnelles de son village. Et, pour faire une histoire courte, il a été emprisonné pendant quelques mois pour s'être opposé, en fait, et avoir bloqué l'accès à l'entreprise, au site d'exploration. Le free mining incompatible avec les droits des Premières Nations, ça, à mon avis, c'est une des plus importantes questions à l'heure actuelle. Probablement celui qui a écrit, qui a étudié la question le plus en détail, c'est au Canada, c'est Nigel Banks à l'Université d'Alberta. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune Première Nation au Canada, au Québec, au Canada, à ma connaissance, qui a mis au défi qui a décidé de dénoncer le principe du free mining ou la loi sur les mines en cours, mais il y a un immense potentiel que cela puisse se faire et que ça se rende peut-être même jusqu'en Cour suprême du Canada, parce que selon Nigel Banks et d'autres qui ont étudié la question, le fait, par exemple, qu'un entrepreneur minier vienne sur un territoire, surtout là où les revendications autochtones ne sont pas réglées, vienne acquérir un titre minier, un claim minier, sur le terrain, sans nécessairement passer par la consultation et l'accommodation des Premières Nations, ça viole ou ça vient enfreindre les plus récentes décisions de la Cour suprême, dont celle de Haida en 2004. Et moi, je ne serais pas surpris de voir cette année ou l'année prochaine une nation autochtone, probablement en Colombie-Britannique ou peut-être même au Québec, qui va mettre au défi ce principe-là. Et donc on va voir ce qui arriverait. Ça, c'est un exemple aussi dans le nord-ouest de l'Ontario, la communauté dont je ne dirai pas le nom parce que je suis pas capable de le prononcer, mais en résumé, c'est KI. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'il y avait une compagnie d'exploration qui s'appelait Platinex, qui faisait de l'exploration pour pour les éléments rare earth elements, j'essaie de le trouver en français. Et finalement, le conseil de bande s'est opposé à l'exploration sur le territoire traditionnel. Ils ont empêché l'entreprise de venir. Et il y a 6 membres du conseil de bande qui se sont retrouvés en prison à Thunder Bay pendant quelques mois aussi. Ça, c'était le printemps passé, 2008. Et ils sont sortis maintenant de prison à l'été. Et bien sûr, ça aussi, ça a contribué au fait que le gouvernement McGuinty s'est mobilisé pour entamer la réforme de la loi sur les mines en Ontario. Finalement, le dernier exemple, aire protégée, utilisation intégrée du territoire. Le free mining pose un problème à ce niveau-là aussi. Cette diapo-là, c'était juste pour indiquer que, peut-être que vous l'avez vu ce matin aussi, j'imagine que les représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ont présenté quelque chose de similaire. En gros, entre 2004 et 2009, une augmentation de 3% sur le territoire québécois, en fait, de 50%, 100%.
anyway, passé de 135 000 titres en 2004 à plus de 250 000 titres maintenant, équivalent de 4% du territoire est sous claim minier en 2004, comparativement à 7% en 2009. C'est juste pour indiquer que ça fluctue à travers le temps, ça. C'est sûr qu'on a connu un boom minier au cours des dernières années, mais ce boom-là, justement, met en lumière certaines problématiques quant au choix d'utilisation du territoire, ce que les citoyens, les communautés veulent versus ce que l'industrie veut. Et ça, c'est un exemple que je tire de la communauté Cri de Wemindji, où je travaille depuis 3 ans maintenant avec un groupe de recherche basé à McGill. Ce que ça montre, cette carte-ci, c'est ici, tu as la communauté de Wemindji. Autour, c'est ce qu'on appelle les terres de catégorie 1, où aucun titre minier ou exploration ne peut être fait sans le consentement de la communauté. En vert pâle, c'est ce qu'on appelle les terres de catégorie 2, où des entreprises minières, des entrepreneurs miniers peuvent acquérir des titres miniers, mais où normalement ils doivent aviser par une lettre ou un téléphone, ou j'imagine écrit, c'est toujours mieux d'un point de vue légal, qui veulent entreprendre des travaux d'exploration sur ce territoire-là, avant qu'ils fassent les travaux d'exploration. Et le territoire, ici en vert pâle, et le contour noir, c'est ce qui s'appelle les terres de catégorie 3, où là, finalement, c'est un peu comme dans le sud du Québec, c'est ouvert à l'acquisition de titres miniers très facilement et l'exploration aussi. Et en orange, ce sont les titres miniers, les claims qui existaient en 2008, ça je pense à l'automne 2008. Et ça, le but de cette image, et ça ici, c'est ça c'est en vert pâle, c'est une aire protégée, une réserve de biodiversité que la communauté souhaite mettre de l'avant. Et là, on constate qu'il y a des défis avec les claims miniers qui existent un peu partout autour. Et cette image-là, c'est juste pour illustrer 2 choses. Que, l'exploration minière, ça c'est principalement de l'exploration, mais ici il y a eu la découverte du gisement Éléonore, là, pas loin d'ici, en 2004, qui a justement attiré une pléthore de compagnies autour, un gisement d'or, 4 millions d'onces à peu près. C'est juste pour illustrer, qu'il y a quand même, si on regarde à l'échelle du territoire traditionnel de Wemindji, beaucoup de pression de développement, surtout l'exploration. En bleu foncé, c'est l'hydroélectricité, soit que c'est des terres inondées, soit que c'est des terres que Hydro-Québec souhaite, garder ouvertes pour peut-être de futures inondations. Et on voit aussi, par exemple, des chemins, des lignes électriques, etc. C'est pour montrer la pression qui existe actuellement dans le nord du Québec, dans certains secteurs du nord du Québec au niveau du développement, et que c'est là où en tout cas, l'industrie minière tend à s'en aller depuis 5, 10, 15 ans maintenant, après avoir exploité l'Abitibi pas mal. Maintenant, on se dirige vers le nord. Et c'est pour montrer aussi qu'une communauté comme Wemindji, qui est favorable à l'industrie minière, par exemple, a négocié une entente avec Goldcorp pour le projet d'Éléonore, et il y a même sa compagnie d'exploration, souhaite également protéger certaines portions de son territoire qu'elle juge de haute valeur écologique, mais aussi culturelle et historique, etc. Elle a toutes les misères du monde à réussir à avoir son aire protégée. Oui.